Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h10 passé, nous sommes en retard, on s'en excuse. Et c'est la faute à Hassan Wali, qui est toujours pas là, qu'on arrive, qui devrait nous rejoindre. Donc on commence sans lui, nous sommes en direct sur Radio M et avec moi ce soir pour le Café Presse Politique, pour la première fois, j'ai le plaisir d'accueillir Moumen Khalil, secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Saïd Jafar, bonsoir. Hassan Wali, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Toi, Hachna. Voilà, je suis de retour. Ça m'a toujours avec plaisir de retrouver le CPP. Et Salim Mesbah, bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence comme d'habitude, l'image de la semaine. Je commence par toi, Salim. La Casbah. La Casbah, oui. Le nom de cet immeuble, c'est dramatique, les images, puis tout ce qui s'en est suivi, quoi. C'est-à-dire un ex-Wali déguerpissant avec une foule derrière lui. Il y avait de tout, il y avait de l'émotion et en même temps, cette image, elle était irréelle, quoi. Quelqu'un qu'on sort Manu Militari, qu'on essaye d'évacuer Manu Militari pour lui sauver pour le sauver en fin de compte. Ouais. Voilà, on a eu beaucoup d'images comme ça cette semaine. On va y revenir. Oui, cette atmosphère particulière. Je signalais que le risque à la Casbah reste très fort pour de nombreuses habitations. Ah oui, mais absolument, absolument. Qu'on n'est pas devant un problème qui est fini. C'est inquiétant. Bonsoir. Alors, nous avons le plaisir de retrouver Hassan Wali qui nous a mis en retard. J'espère que tu vas t'excuser amplement. Et en direct. aux auditeurs et en direct. Merci. Merci. Je te laisse reprendre ton souffle. On était avec l'image de la semaine. Et donc, Hassan Wali. Ton image de la semaine. La transition. Hassan Wali. Pour l'image, je crois que c'est quand même l'image de Issa Darbrab embarqué à la gendarmerie. On a une image incroyable, sublime d'Issa Darbrab qui incarne un peu la réussite économique, un grand homme d'affaires, l'homme le plus riche d'Algérie, embarqué comme ça dans un panier de salade, comme on dit. Donc après, les interprétations sont évidemment variées, mais ça reste quand même une image assez choquante, voilà. Donc c'est ce que je retiens de cette semaine. D'accord. Moumen. En fait, plusieurs images, mais je retiendrai plutôt celle de la Casbah, mais lorsque la population est sortie de nuit. Oui. Quand les jeunes, et même pas que les jeunes, même des femmes sont descendues à la wilaya pour protester, crier leur colère, et aussi les fameux sons avec l'ex-caisse, etc., les bruits. Il y a eu même des you-you, donc ça nous a rappelé, on voyait vers l'histoire de la lutte pour la libération, que la Casbah était un foyer important, et donc c'est désolant qu'on reproduise cette même expression contre un État qui normalement devrait être un État qui nous représente, qui est de nous et qui normalement voilà. Donc je trouvais ça fort comme image. Absolument. Saïd. La mort du jeune Rabdi. Oui. Ramzi Etou. Oui. Le deuxième mort de Irak. C'est tellement triste que ça vienne dans un mouvement qui est en même temps gai, joyeux, qui est positif. Et
Et on souhaite qu'il n'y ait plus aucune victime. Il faut que les jeunes algériens qui manifestent ne soient pas traités comme des criminels. Ça, c'est vraiment insupportable. J'ajouterai aujourd'hui, puisqu'on a eu l'événement, la mort de Abbassi Madani, là, n'en déplaise à ce que disent les autres. Mais moi, je l'évoque aussi parce que il me rappelle un moment intense avant qu'on sombre dans la crise de Abbassi Madani face à Abdelhamid Mahri, aussi, avec Abdelhamid Mahri qui l'avertit devant des millions d'Algériens en disant tu fais fausse route, vous allez mener le pays vers une rupture et l'annulation d'un processus démocratique. Abbassi Madani a répondu qu'est-ce que vous faites avec ce régime, vous êtes un fils de bonne famille, mais c'était en fait Mahri était un homme d'une extrême lucidité et Abbassi Madani l'a compris bien plus tard. Voilà, c'est ce que je voulais quand même rappeler sur Abbassi Madani. Allah yarhamou. Merci Saïd. Hassan Wali, je devrais te punir et t'enlever ton image de la semaine. C'est pas grave. Tu veux passer ou tu as quelque chose à dire? Non, triste colère, triste pour le jeune Ramzi, pour les victimes d'effondrement de l'immeuble de la Casbah. Et c'est toujours triste de voir des gens mourir de cette manière-là. Et mais très en colère par l'image de Issa Darbrab, 75 ans, embarqué de cette manière. Peu importe, on ne sait pas encore, on n'a pas accès au dossier, mais il y a une volonté manifeste de briser l'homme, d'humilier l'homme. Issa Darbrab, d'accord ou pas d'accord avec lui, il est victime du régime de Bouteflika. Et c'est la première victime. On va en parler longuement. De la période post-Bouteflika. Alors, puisqu'on en est à l'image de la semaine, on n'en est qu'à l'image de la semaine. Oui, non, mais je voudrais seulement dire que moi aussi, alors dans ces conditions-là, je suis révulsé par les images des Kouninef. D'accord. Parce que on rappelle juste que la présomption d'innocence, tant qu'on n'est pas condamné, on est encore innocent. On n'en est encore qu'à l'image de la semaine, d'accord. Alors. Depuis qu'Abdelaziz Bouteflika a démissionné, l'Algérie a formellement un président par intérim, mais on l'entend pas, on ne sait pas ce qu'il fait. D'ailleurs, il a raté sa propre conférence pour le dialogue, Abdelkader Ben Salah. Par contre, il y a le chef d'état-major qui est partout. Il nous fait un discours au moins une fois par semaine, parfois deux, comme cette semaine. Il décide de ce que la justice doit faire, de ce que l'opposition doit faire, de ce que les citoyens doivent faire. Et comme vous le savez tous, puisque vous en parlez déjà, cette semaine a été très riche en événements extrêmement médiatiques. Arrestation de généraux d'abord, convocation au tribunal de ministres, arrestation de la colère, le Wali chassé et ensuite limogé. Mais moi, je voudrais commencer le CPP par la mort de Ramzi Yetou. Il a 23 ans. Il avait 23 ans. Il a reçu des coups mortels à la tête le vendredi 12. Rappelez-vous, c'est le vendredi où il y a eu les incidents au tunnel et toutes les répliques qui sont suivies de la violence après la manifestation. Et il est donc mort une semaine exactement après avoir reçu ces coups. Et moi, je voudrais, avant de commencer, qu'on écoute un très court extrait à un journaliste de l'Hayat Télévision qui s'est déplacé le jour de l'enterrement, samedi dernier, et qui a recueilli des témoignages de la famille, des jeunes qui étaient avec lui, et aussi du secouriste qui est resté avec lui jusqu'au moment où les pompiers sont arrivés. On va l'écouter maintenant. في الدقائق الاولى كان il était conscient et tout comme le gars je lui ai prodigué les premiers soins. Il avait reçu un coup sur le nez, c'était un coup qui était l'accord. Il a commencé à enfler son nez comme le gars, il avait du mal à respirer de son nez. Je l'ai mis sur la position de sécurité, je lui ai tenu la langue en attendant que les pompiers arrivent. Mais c'était trop tard. قلت له كيفاش صار لك الحادث وكامل قال لي ضربوني. C'était ses derniers mots.
Voilà, les derniers mots de Ramzi Yetou, selon le secouriste qui était avec lui, c'est que Darbouni. Donc, je commence par toi, Moumen. Est-ce que la Ligue des droits de l'homme est en contact avec la famille? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les suites légales à donner à ce décès? Oui, nous sommes en contact avec la famille, mais bien avant le décès de Hamza Allah yarhamou, nous avons fait un communiqué justement. On avait souligné qu'il y avait, par rapport à la manifestation du 12, qu'il y avait usage excessif de la violence et qu'il y avait des vidéos qui circulaient sur des personnes tabassées par la police, que ce soit police en tenue ou des policiers en civil. Donc ces vidéos circulent sur la toile, et je note qu'aucune plainte n'a été, aucune enquête n'a été ouverte par le procureur de la République par rapport à ces vidéos. Et parmi ces vidéos, il n'y avait pas la vidéo mais on avait l'information que il y avait un jeune qui était à l'hôpital de Mustafa Bacha et qui était dans le coma suite justement à une violence qui était définie par les témoins qui étaient avec lui, violence policière. Et juste après, donc 2 jours après, il y a eu l'annonce de décès officiel, et personnellement, je suis en contact avec le frère de la victime. Donc il m'assure qu'il y a une plainte qui a bien été déposée et que l'enquête. La famille a déposé plainte. La famille a déposé plainte, et que même le procureur, suite aux informations et de différents témoignages, le procureur s'est autosaisi sur parce qu'il y a eu 2 versions. La première version qui disait qu'il était tombé c'est la version de la police. Ça, la version de la police qui était tombée de la camionnette. Mais suite à la mobilisation plutôt des jeunes, etc., qui ne sont pas revenus sur leur témoignage, ils ont poussé, et l'intérêt de l'opinion publique, ils ont poussé le procureur à ouvrir une enquête. Et même ça, j'ai eu aussi, en discutant, même ça d'après le témoignage, on sent qu'il y a une 3e version qui disait qu'il avait reçu une lacrymogène, c'est-à-dire une balle lacrymogène, donc qui était anodine. Voilà. Donc, or, on est bien face à selon les témoignages, on est face à une violence caractérisée des agents de police dans un lieu public, et je pense qu'une telle enquête est facile à établir dans la mesure où le lieu de Tafora est complètement couvert par les caméras sur la voie publique. Donc il y a plein de caméras sur cet espace-là, donc il n'est pas compliqué de savoir la vérité et de déterminer les responsabilités. Merci Moumen. Et donc justement, c'est important justement de revenir sur ce décès et sur la violence qui s'est passée dans cette manifestation après que le tunnel, on en a parlé, la bousculade au tunnel, etc. Bon, il faut d'abord, je voudrais préciser que la semaine dernière, vendredi dernier, ça s'est passé calmement pour la première fois. Il n'y a pas eu d'affrontement entre la police et les jeunes. Et ça s'est passé aussi grâce aux citoyens qui se sont organisés pour empêcher, qui ont créé des zones tampons. Voilà, exactement. Mais alors la première question que je voudrais poser, enfin la deuxième question que je voudrais poser dans le sillage du témoignage sur Ramzi Yetou et de son décès, est-ce que justement le fait qu'on s'inscrive dans une durée comme ça aussi longue, est-ce que c'est pas en train de rendre l'aspect fondamentalement pacifique des manifestations de plus en plus difficile à préserver? C'est un risque. Oui. Je pense que c'est un risque. Mais en même temps, vendredi, il y avait aussi apparemment la volonté des forces de l'ordre ils ont eu des ordres. Ça, c'est clair que par rapport au vendredi précédent, il y a eu un changement total d'attitude. Voilà, donc ça c'est clair. C'est un changement d'attitude qui est arrivé après les assurances données par le chef d'état-major lors d'un discours en disant l'armée protégera la population. À partir de là,
là, le vendredi d'après, les forces de l'ordre étaient dans une attitude totalement différente. Elles ont assuré ce qu'elles avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire que elles étaient là pour empêcher tout débordement, mais uniquement pour empêcher. Oui, Saïd. Le vendredi tendu que nous avons eu, et même violent, nous avons eu une volonté vraiment des forces de police, sur ordre, de comprimer au maximum une foule qui est importante. Or là, ce vendredi-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fermé le tunnel, ça a été une gêne à mon avis. C'est un symbole, je crois. C'est un symbole comme ça. C'est un symbole. Mais ils ont libéré Mohamed V, et du coup, le mouvement des manifestants se déroulait normalement, sans conflit. Les gens n'étaient plus collés les uns contre les autres, ils marchaient tranquillement, etc. Il est possible de maintenir ces manifestations pacifiques parce que le mouvement est pacifique. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes un peu agités, mais là, on commence à avoir des formes de réponse avec ces forces d'interposition qui se mettent en place. Il faudrait aussi que les forces de sécurité y mettent de leur. Moi, j'ai toujours vu cette installation sur l'entrée de Mohamed V comme une sorte de baïonnette qui est inscrite sur le corps des manifestants. Il faut libérer Mohamed V. Justement, par rapport à ça, je pense qu'il est important aussi. Il est clair que le vendredi d'avant, il y avait une provocation. C'est-à-dire le dispositif tel qu'il était mis en place ne pouvait produire qu'une confrontation. Et par rapport à ça, je pense qu'il est, par rapport à la justice, doit prendre ça en considération. Parce que là, on a vu plus de 100 jeunes qui ont été poursuivis en justice. Donc, comme on dit, et c'est pas normal. Justement, donc, est-ce que justement dans le soulèvement populaire, tous les gens qui s'organisent, est-ce qu'on s'organise aussi pour défendre? On va tout à l'heure parler des Kouninef et de ceux-là. Ceux-là, ils ont leurs avocats et tout. Mais ces jeunes-là qui sont interpellés, qui sont ramassés comme ça à tour de bras à la fin des manifestations, est-ce qu'il y a une organisation justement? Moi, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est l'organisation par comité de quartier pour les refouler, pour empêcher ceux qui essayent parce que Margourine, parce qu'ils ont envie ils ont toujours eu cette confrontation avec avec ces gens en uniforme qui sont avec leurs gourdins, on les voit comment il est Hagri et tout, donc il y a eu cette organisation qui est venue spontanément de la population dans les quartiers vendredi dernier, qui a aidé donc à ce qu'il n'y ait pas d'affrontement du tout. Mais est-ce que d'un autre côté, du côté légal, parce que par exemple dans le reportage qu'on a entendu, on a juste entendu un extrait fait par Al Hayat sur Ramzi et tout, il y avait un petit jeune qui parlait devant la caméra avec un bandeau. Il avait un bandeau sur la tête. Il est passé. Moi, j'ai parlé au journaliste qui a fait ce reportage. Il est passé devant la juge. La juge lui a donné 6 mois avec sursis, alors qu'elle aurait dû ouvrir une enquête sur les blessures qu'il a subies. Oui, moi-même, j'ai rencontré un jeune qui avait l'œil complètement abîmé. Oui. Et il m'affirmait qu'ils sont une trentaine de jeunes. Trentaine de jeunes qui ont des blessures graves au niveau des yeux. Et cela nécessite justement des prises en charge sérieuses, lourdes en matière pour récupérer, tenter de récupérer la vue. Et donc, malheureusement, effectivement, on est face à notre propre insuffisance. Il faut le reconnaître. Oui. Parce que on est dans une espèce dans l'horizontalité. Voilà, une espèce de, même à la fin de la manif, on est dans une espèce de défourie. On a réussi. Il y a beaucoup de monde. Donc, c'est ça les critères. On est nombreux. Il y a beaucoup de monde. Donc, ça marche. La mobilisation, ça marche. Donc, tout le monde rentre chez lui. Et et à la marge, on ne sait pas qu'à la marge, il y a des affrontements, des jeunes qui sont embarqués même après la manif. D'ailleurs, le cas du jeune décédé, c'était après la manif, c'est pas au moment de la manif. Et c'est des jeunes qui généralement qui sont pas d'Alger, donc et du coup on a du mal à avoir l'information.
quelque part, on nous contacte sur 1-2 personnes, mais on sait que le nombre est beaucoup plus important. Il n'y en a pas. Deuxième facteur, je pense que l'aspect Selmiya nous place aussi, quand je dis nous, on parle de la société en général, pas que le défenseur des droits de l'homme, le journaliste, etc., sur une histoire de culpabilité, c'est-à-dire on les culpabilise, ces gens-là. Ils ont rompu le contrat de Selmiya. Donc le pacte de Selmiya, nous on avait dit Selmiya, Ntouma à la confrontation, vous assumez. Je pense je vois par rapport aux réactions sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup ce ressentiment en disant vous l'avez cherché. Et je pense ça, il faudrait qu'on y travaille sérieusement. Je pense quand même qu'il y a un problème fondamental qui est global. Il y a un défaut de structuration du mouvement, mais moi je pense que je trouve quand même anormal. On a des avocats qui sont très mobilisés, mais qui ne se constituent pas en collectif pour suivre quand même. Il faut le faire. Il faut tout de suite que les avocats qui sont dans le Hirak, qui sont dans le mouvement, se constituent en collectif permanent pour s'occuper des gens qui se font arrêter, très souvent arbitrairement. Ce n'est pas, il y a des gens qui se font arrêter parce qu'ils étaient de passage à un moment où il y a eu un clash quelque part. Pour rien, voilà. Et il y a ce défaut-là il y a une avocate qui a été passée en conseil de discipline pour avoir fait une annonce comme ça. Je crois qu'elle est de Constantine. Mais ça c'est au début. Oui. Il y a un juge aussi qui a refusé de juger les jeunes et qui les a libérés, et il y a eu tout un sit-in au tribunal. Ça, c'était encore quand Bouteflika était président. Donc, mais j'ai l'impression il y a plus que ça. Il y a le barreau d'Alger au début. Effectivement, le barreau d'Alger s'est engagé à prendre en charge la défense des manifestants pacifiques. Mais je pense que le dilemme se trouve dans le mot manifestation pacifique. Si le baron ne prend même pas la peine de vérifier que les gens arrêtés n'ont rien fait, il y a un problème. Non, mais il y a une stigmatisation. Dès qu'il y a un affrontement, on dit Baltaguia, donc ils sont envoyés par les réseaux, etc. Et du coup, même un avocat, je prends pas la défense, mais il y a des explications. Même un avocat qui peut avoir cette volonté d'aller à la défense, il dit mais je vais défendre un Baltagui qui a été envoyé par X pour casser ma. On va même commencer par l'écouter. Il a une capacité d'évaluation. Hassan Wali. Moi, je pense que c'est quand même un dommage collatéral un petit peu de la désorganisation, de la non-organisation de ce mouvement, ce Hirak. Je rejoins Saïd en disant que les avocats, en principe, ils doivent quand même se mobiliser. Ils savent qu'il y a des arrestations. Je crois savoir qu'il y aurait 120 arrestations. Hier, j'ai lu un super reportage de Rania Moufok, je ne sais pas si vous l'avez lu. Elle décrivait un petit peu la solitude de ces jeunes qui sont embarqués, ils sont devant la justice, ils n'ont ni avocat, ni leur, à part leur famille. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la manifestation, tout le monde marche, Silmiya. Après, comme le dit Moumen, quand il y a des grabuges comme ça, on dit Hadouk Baltaguia. Alors qu'il y a des victimes. Nous avons ce jeune de 19 ans, je crois, qui est mort malheureusement. Il a été réprimé. Donc, nos avocats ne doivent pas se mobiliser uniquement pour soutenir Rab, X ou la Y, les hommes publics. C'est bien de soutenir les hommes publics parce que on nous voit à la télévision, on pose en famille. Mais il faut bien soutenir aussi ces jeunes qui sont très souvent des gens des quartiers populaires qui n'ont personne, aucun soutien. On les jette en pâture comme ça et ils se retrouvent avec 6 mois de sursis, peut-être même plus. Donc il va falloir quand même qu'ils se mobilisent, les avocats. On doit d'autant plus le faire que ce sont des pauvres qui très souvent viennent hors d'Alger, qui sont livrés à eux-mêmes. Moi, je pense que nos amis avocats devraient tout de suite y réfléchir et créer un comité permanent de suivi de ces choses-là. Hassan, tu voudrais intervenir sur ce sujet? Non, moi, j'avoue que je manque d'informations par rapport à tout ça. Oui. Il est vrai qu'il y a une grande confusion entre les manifestants qui viennent participer aux grandes mobilisations et que par effet de provocation, ça dérape, ça devient une confrontation violente et on arrête.
Il ne faut pas oublier que dans les manifestations, il y a des gens qui viennent agresser. Hein. Moi, j'étais content le vendredi passé du fait qu'on ait fermé le tunnel des facultés. Le tunnel des facultés parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. C'est un endroit un peu fermé, il y a une bonne ambiance, mais il se passe aussi des choses. Il y a des gens comme eux qui étaient venus. J'ai rencontré plein de personnes vendredi à la fin de la manif à qui on a piqué le portefeuille, à qui on a piqué le portable. Il y a eu des agressions, il y a eu des attouchements quand même. Des filles se plaignaient des jeunes qui viennent c'est inévitable, c'est des comportements inévitables. Ils viennent, pour ça, c'est pas des manifestations qui se disent alors il y a de belles filles, mais ils viennent dans le but de perturber. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a eu des agressions quand même. On a vu des gens avec des couteaux qui ont agressé d'autres. Je ne dirais pas que c'était des voyous, mais c'est des faits, voilà. Mais ça, il ne s'agit pas de la même chose, on ne parle pas de la même chose, Hassan. C'est pour ça que je n'ai pas d'informations quant à ces jeunes qu'on a arrêtés, qu'on a déférés devant le juge. Je n'ai aucune information, mais il se trouve que pendant les manifestations, il y a effectivement des confrontations qui opposent des manifestants à des forces de l'ordre, mais il y a aussi des gens qu'on arrête parce qu'ils étaient signalés comme étant des gens qui étaient venus avec des couteaux agresser des manifestants, et surtout souvent des manifestantes. Salim, Pas mieux. D'accord. Comme il a dit lui. Comme il a dit lui. Donc, cette semaine, comme on en a parlé en début du Café Presse Politique, ça a été une semaine chargée d'odeurs. Ça s'est passé qu'à Alger, hein. Ailleurs, dans d'autres villes, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de violence. Oui, et d'après Hassan, qui est pas là ce soir, mais qui a été manifesté à Oran, il n'y a pas de police. Oui, voilà. Ils sont sur des circuits ouverts. Là, quand même, à Alger, on est quand même dans une sorte de circuit, fermé. Effectivement, les chefs de police vous diront que Alger n'est pas une ville comme les autres villes. Il y a ce qu'ils appellent les boulevards de souveraineté, il faut sécuriser des institutions, il y a risque et tout. Ce n'est pas le même dispositif qui est mis en place. Voilà. Al-Borj, dont on parle peu, mais magnifique. C'est impressionnant. Et moi, je passe mon temps à dire ce qui est fabuleux dans ce qui se passe, c'est que ce mouvement donne une existence politique à beaucoup de régions qu'on a effacées, qu'on a ignorées, qu'on a refusé de voir, qu'on observait avec dédain d'ailleurs, qu'on disait que ces gens-là, ils ne comptent pas, ils ne savent pas faire de la politique, ils sont complètement à l'ouest et tout. Le Borj nous donne la démonstration. Non, il y en a beaucoup. Des noms. Je ne veux pas nommer. Le Borj, c'est extraordinaire. Il y a du génie, il y a de l'intelligence, il y a une conscience. Tu vas énerver mon ami Omar Attia. Attention, le Borj, c'est quand même pas rien, même que les gars. Non, mais voilà, je donne le Borj parce que le Borj, c'est frappant comme image. Comme scène et tout, c'est extraordinaire. C'est la place alors, ça sera la deuxième partie, puisqu'on est obligé de terminer la première partie maintenant. Deuxième partie, les Algériens sont sortis pour demander la démocratie et la justice contre l'impunité, et nous sommes en train d'assister, on leur donne une pluie de procès, il y a une odeur de Far West, voilà, donc, et des gens qu'on nous montre comme ça, comme des bêtes de foire. On va parler de ça en deuxième partie. Restez avec nous, nous serons là dans 2 minutes. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité.
Nous sommes de retour, Saïd Jafar, toute l'équipe du Café Presse Politique pour la deuxième partie. Et comme je le disais donc, les Algériens sont sortis ça fait 2 mois qu'ils demandent la démocratie, la justice, et voilà, c'est un bal, c'est des arrestations, en veux-tu, en voilà, des convocations. Ça a commencé par Ahmadou Yahya et Mohamed Loukal qui ont été une annonce de la télévision publique qui ont été convoqués. Et une foule, j'imagine qu'elle a été amassée par les caméras de télévision. Oui. Salim, toi, tu étais présent. Ouais. Oui, les caméras étaient là très tôt. Les gens sont arrivés très tôt avec des pots de yaourt. Donc, c'est devenu maintenant, dès qu'il y a quelque part, les Algériens arrivent avec des pots de yaourt à la main. Ils brandissent leurs pots de yaourt. Non, et on a attendu 3 heures, alors que personne ne savait très bien que lorsque la télévision nationale a donné l'information, elle n'a pas précisé le jour, ni elle n'a pas dit demain Yahya est convoqué, mais le fait que les télés réagissent immédiatement, ça a provoqué un attroupement très important à un moment donné, parce que plus le temps passant, il y avait plus de gens arrivés en étant persuadés qu'on verrait surtout Ahmadou Yahya arriver au tribunal de Sidi Mohamed. Et donc il y a une volonté de mise en spectacle de toutes ces affaires de corruption. Enfin, c'est ce que Gaïd Salah dit dans ses discours, c'est qu'on va prendre en charge, on va nettoyer tout ça et récupérer l'argent. Et récupérer l'argent. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que alors ça c'était le dimanche, le tchaklal devant le tribunal, mais le même jour il y a eu l'annonce du mandat de dépôt contre Saïd Bey, le général Saïd Bey, et le mandat d'arrêt contre Habib Chentouf. Et ces deux-là, alors c'est pour dissipation et recel d'armes et de munitions de guerre, infraction aux consignes de l'armée. Et là, il n'y a pas eu d'image. Il n'y a eu juste ce communiqué très très court. Et voilà, je voulais avoir juste votre avis parce qu'on n'a pas on a tellement parlé dans la presse, il y a eu tellement d'articles sur les autres arrestations, mais pas ces deux généraux. Saïd, qu'est-ce que c'est quoi? C'est l'affaire de la cocaïne qui on ne sait pas. On sait vraiment pas, mais par contre, ce sont des généraux qui avaient été mis en prison. Qui avaient été relâchés apparemment sur ordre de Bouteflika, qui sont aujourd'hui un remis en prison, l'autre il est à l'étranger, il paraît d'après certaines rumeurs, il serait allé voir un frère qui est au plus mal, qui se retrouve donc avec un mandat d'arrêt, apparemment il va pas revenir. Oui. Mais moi je veux quand même revenir sur ce que font les télévisions. Oui. Ce sont des télés du 5e mandat qui continuent un cirque infâme. C'est vraiment infâme, il faut le dire. Ils manipulent, ils mentent, ils orientent, ils ramènent des gens qui, soi-disant des experts, alors qu'ils sont des gens qui faisaient partie des structures politiques du pouvoir. Tout ça, et pourquoi mentir sur la camelote? Mais donner les gens avec leur nom, leur vrai titre. Et comme ça, quand ils disent quelque chose, on comprend. Tout le monde se fait le porte-parole de Gaïd Salah, qui n'en a pas besoin, puisqu'il parle lui-même. Il parle beaucoup, il parle lui-même une fois par semaine. Ces gens-là n'ont pas à expliquer à longueur de journée ce qu'on doit comprendre de ce que dit Gaïd Salah. Les Algériens réagissent tout de suite au discours de Gaïd Salah. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont fait leur contre-information, ils le font de manière implacable, saine, rigolote, amusante, etc. Donc ces télés, ils font partie du Nizam al-Fasad. Je dois le dire. C'est insupportable ce qu'ils sont en train de continuer à faire. Hassan. Alors moi ça me dérange un petit peu ces arrestations spectacles. C'est une justice spectacle, voilà. Parce que d'abord je me pose la question, est-ce que Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, est dans son rôle parce que finalement c'est lui qui a dit dans son discours qu'il avait demandé à la justice d'accélérer les poursuites judiciaires. Je suis désolé, il est vice-ministre de la Défense, même pas ministre de la Défense. D'ailleurs, même ministre de la Défense, il n'a pas le droit. Il est vice-ministre de la Défense, il n'est pas président de la République. Mais là, dans les faits, c'est le vrai patron du pays.
pays. C'est quand même assez bizarre de voir que Abdelkader Ben Salah, qui est théoriquement le président de l'État, ne bouge pas, ne parle pas. Et on voit le chef d'état-major qui nous lance un discours chaque semaine. Il en est à son 19e discours depuis le 22 février. Et voilà, subitement, comme par enchantement, la justice se réveille, elle lance des arrestations. Oui, c'est magnifique quand on entend Cheikh Khalil va repasser devant la justice. C'est magnifique. Mais je crois qu'il y a l'effet d'annonce. L'effet d'annonce, c'est bien, mais en même temps, c'est pas tout à fait ce que demande le peuple. Le peuple demande à ce que tous ceux qui ont pillé ce pays rendent des comptes. Mais nous avons un grave problème politique, une crise politique. Gaïd Salah ne doit pas se défiler. Il y a des exigences du peuple, c'est-à-dire faire appliquer l'article 7 pour de vrai, rendre la souveraineté au peuple, régler cette crise politique et ne pas se contenter de comment il s'appelle, Abdelkader Ben Salah et Bedoui, et ne pas tenir ces élections présidentielles du 4 juillet. C'est ce que demande le peuple. Bien sûr qu'on veut que ceux qui ont pillé ce pays rendent des comptes et qu'ils soient écroués le cas échéant. Mais ça doit se faire par une justice autonome, indépendante, donc libre. Il est trop tôt pour faire ça. C'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. On peut se suffire, par exemple, des ISTN. Tout ce beau monde, tous ceux qui sont soupçonnés de corruption, hommes politiques, journalistes, hommes d'affaires, tout le monde. Et personne ne sort. Personne. On va mettre les Algériens en quarantaine pendant 3 mois. Même les Haragas n'ont plus envie de sortir. C'est bien restant. Les Haragas sont redevenus patriotes. Ils croient maintenant à l'avenir du pays. Il n'y a plus de Haragas, c'est magnifique. Donc, on s'inscrit dans un cercle vertueux maintenant, pas vicieux. Donc, ça ne presse pas, rien ne presse. On peut régler ces problèmes. Après, mais j'ai comme l'impression que c'est de la poudre aux yeux. On essaie d'escamoter les exigences politiques que le peuple réclame et réitère chaque vendredi en actionnant la justice, parce que c'est le cas de le dire, c'est en actionnant la justice avec des opérations spectaculaires, Koninov, Haddad, X, Y et tout ça. Franchement, autant je suis très très content de savoir que ceux qui ont pillé ce pays vont rendre des comptes, autant je me pose la question, est-ce que ce n'est pas une façon d'escamoter les solutions politiques que le peuple algérien dans son ensemble réclame depuis le 22 février. Donc Gaïd Salah, s'il te plaît, tu es général, tu es vice-ministre de la Défense, tu n'es pas le président de la République, tu n'as aucun mandat populaire pour faire ça. Aide le peuple à réussir la transition politique, ne t'interfère pas dans les affaires de justice. Parce que la justice, elle peut même poursuivre un militaire, y compris un général. Voilà. Même le chef de l'État n'a pas le droit de le faire, même le ministre de la Justice n'a pas le droit de le faire. Ce qui est extrêmement gênant, c'est le fait c'est-à-dire il y a un sentiment paradoxal aujourd'hui dans le pays. 2 mois après l'insurrection partie depuis le 22 février, il y a cette espérance portée par ce mouvement. Le pays n'a jamais été aussi sûr, aussi serein que ces moments de soulèvement qui démontrent une conscience extraordinaire des Algériens et leur maturité à gouverner, à diriger, à proposer des pistes de sortie de crise pour le pays, avec une capacité à diriger. On la voit tous les jours dans les manifestations. Il y a ce sentiment, mais en face, on assiste depuis quelques jours à un sentiment d'inquiétude. Livrer quand même les gens sur lesquels peuvent peser des soupçons et tout à une sorte de tribunaux populaires, parce que finalement ce n'est pas de la justice. Les chaînes de télé et même maintenant la télé publique rejoint un peu le sale boulot des télévisions, des télé offshore. Mobiliser les gens comme ça devant les tribunaux, ce n'est pas une bonne chose, c'est dangereux pour la justice, pour les personnes mises en cause et pour cette formidable insurrection. Et à rappeler que les avocats les plus sérieux, les militants des droits de l'homme, ils disent la chose suivante: dans ce type de situation, on ne juge pas. Il parle on peut prendre des mesures conservatoires sur le transfert des capitaux, on peut dire moratoire. Il y a des gens qui ne présentent pas les garanties, qui peuvent quitter le pays, on leur dit non, vous
vous ne quittez pas le pays. Oui. Mais on ne juge pas parce que ça va être une justice expéditive, parce que c'est une justice qui appartient à un système qui est un des fondements de ce système rejeté par les Algériens par ailleurs, et que dans ce contexte qui est aussi de tension, on ne juge pas, c'est parce que la justice elle est soumise à une forte pression, même s'il y a une volonté de juge de juger avec son âme et conscience, en respectant les lois. C'est Gaïd Salah qui a donné les ordres, c'est évident. Aujourd'hui, il y a risque de dérive. Il y a un autre risque, c'est que ces affaires-là risquent d'occulter l'essentiel, à savoir la nature de ce système, il a nécessité de changer, d'y aller vers une véritable transition démocratique. C'est ça. Ça ne doit pas nous détourner de l'essentiel. Moumen, oui, attends, reviens. Et moi, je parlais tout à l'heure, pas seulement pour Abraham, je ne me réjouis pas du fait qu'on livre comme ça la vindicte populaire, y compris quelqu'un qui est coupable de quelque chose. C'est pas à nous de dire qui est coupable, qui n'est pas coupable. Gaïd Salah, aujourd'hui, il a rectifié, mais il a dit El Moufsidine, il les a déjà jugés. Oui. Je pense qu'on est face à un vrai problème, effectivement, par rapport à cet emballement de la justice. Parce qu'il faut, déjà, on est conscient, et le citoyen sait très bien que la question de la corruption, donc on a l'impression avec cet emballement qu'on découvre la corruption, que le Gaïd Salah découvre la corruption. Or, la corruption, elle est dans l'ADN de ce système, elle est systémique, moi, ça m'a, quand j'ai entendu Gaïd Salah parler de la nécessité d'aller vers ça m'a rappelé ce qu'on disait sur le pont Lidawa qui sortait le pont de Généraux. Le citoyen il avait compris bien entendu que la question de la corruption elle est dans le système dans sa globalité, et que donner des personnes dans une démarche hâtive à Agda ne sert à rien, et d'autant plus qu'elle va reproduire un effet inverse. Absolument. Parce que le temps judiciaire est beaucoup plus long. C'est pas le temps médiatique. Ils vont imaginer que les Konina vont être jugés la semaine prochaine. Jamais. Ça va durer des années. Ouais. Et donc, on pousse les gens on leur donne quelque chose qui est complètement faux pour essayer de les détourner de l'objectif principal. Et de deuxième, quelque chose d'aussi fondamental, c'est que la vérité. Parce que le but de la corruption, c'est d'identifier tous les mécanismes. Comment la corruption a été rendue possible en Algérie pour éviter pour casser cette mécanique. Mm-hmm. Or, pour arriver à ça, il faut arriver à la vérité. Pour arriver à la vérité, il faut arriver à des procès équitable, c'est-à-dire que les personnes peuvent avoir des avocats non pas sous la pression, parce que quand il y a la pression, les avocats vont dire non, et quand ils vont dire non, ils vont nous empêcher nous à aller au fond des problèmes, parce que les communistes vont dire moi je veux que telle personne, tel responsable vienne témoigner. Que tel général vienne témoigner, etc. Donc tout ça, cet emballement va empêcher le vrai travail de la vérité. Et donc, Salim, pour toi, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que il y a un risque que ce soit contre-productif pour ceux qui cherchent actuellement, parce que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une volonté d'affaiblir le mouvement, qu'il y ait un essoufflement, parce que c'était évident après la chute de Bouteflika qu'il y aurait une stratégie d'élaguer toutes les branches considérées comme pourries. Donc c'était évident qu'on allait vers ça, qu'il y avait peut-être même dès le départ des listes. Ils savaient très bien qui ils allaient lâcher, parce qu'on lâche des gens aujourd'hui, on les met, on les emmène devant un juge, on annonce ça bien en avance. Donc on est dans une opération qui est d'abord une opération médiatique pour dire voilà, tout d'un coup on a l'impression que on est dans la découverte de la vertu, que voilà, ça y est, ce pays a décidé de repartir sur de bonnes bases et avec une justice pour tout le monde. Mais comme le dit Moumen, il a absolument raison. Ce qui fait
la corruption, les mécanismes de corruption. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est pas ça. Alors, mais en même temps, il y a quand même une sorte de jubilation, pas de tout le monde, mais une jubilation de voir des hommes au summum du pouvoir, que ce soit de l'argent ou du pouvoir politique, traîner comme ça devant les caméras, devant la justice. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque, Saïd, que ça démobilise un peu, parce que c'est ça l'idée. C'est une jubilation entretenue par les chaînes de télévision qui reste, moi j'observe quand même sur les réseaux sociaux, il y en a qui s'amusent en disant il y a même un Manchar qui dit tiens, subitement le harraj devient le plus cher au mètre carré à Alger. Mais en réalité, personne ne dit. Même s'il y a des magistrats qui se sont mis dans le mouvement populaire, ces magistrats eux-mêmes vous diront que ce n'est pas demain la veille que la justice va devenir indépendante, va devenir un pouvoir. D'ailleurs, on est vraiment dans la caricature. C'est le chef d'état-major qui donne instruction pour remettre en marche les affaires. Ça, c'est vraiment le on est en plein dans le fonctionnement de ce que nous ne voulons plus, hein, mais pas dans ce qu'on désire. Il est évident que une justice indépendante, ça doit attendre. Vous savez, la justice, elle s'occupe pas toujours que des affaires politico-financières lourdes. Elle a son fonctionnement ordinaire où le pouvoir interfère peu. Ça, en général, ça fonctionne. Mais sur les affaires emblématiques, politiques, amenées aujourd'hui dans un contexte où on a une population face à un régime, une population qui demande à un régime de partir, et le régime lui offre une partie de ses membres, la population ne va pas accepter. On n'est plus dans un jeu de dupes, là, c'est terminé. Et donc, il est clair que ces affaires-là, ça n'est pas le moment de les juger. Il y a effectivement des mesures conservatoires à prendre. Moi, par exemple, je refuse d'être ni un juge de ces hommes-là, ni leur avocat, ni rien du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que on n'est pas dans les conditions de juger sereinement ces hommes. Qu'ils soient innocents ou coupables, etc. Ce n'est pas le moment. Ils sont présumés innocents. Ils ne doivent pas être lâchés en pâture par des télévisions qui sont corrompues. Ce sont des télévisions, d'ailleurs je commence à m'énerver. C'est vrai, ce sont des télévisions de la corruption. Et qui viennent là filmer ces gens-là, qui les ont payés. Ils doivent sûrement avoir pris de l'argent de Kouninef. C'est ça le paradoxe, c'est le plus choquant. Et aujourd'hui, ils la jouent, soi-disant, des purificateurs. Non. Les Algériens posent un problème politique à M. Gaïd Saleh, parce que quand même ce que je dois en tirer, c'est que Gaïd Saleh admet qu'aujourd'hui, ce n'est pas Ben Saleh, ce n'est pas Bendoui, c'est lui le pouvoir. Et il y a un débat qui est en train de se mener entre la population et M. Gaïd Saleh. M. Gaïd Saleh intervient, la population réagit les vendredis par les réseaux sociaux et on souhaite que M. Gaïd Saleh et les gens qui l'entourent comprennent de manière très précise ce que la population attend. Il n'y a pas à tergiverser. L'armée doit être l'accompagnatrice du changement. Elle ne doit pas faire l'entrave, elle ne doit pas tergiverser, elle ne doit pas tenir le bateau au milieu. C'est elle, aujourd'hui, elle a historiquement, parce que on a un régime défait, effondré, miné, ruiné, il est totalement discrédité, il reste une armée. Cette armée-là doit avoir la conscience historique qu'elle est devant un moment essentiel d'accompagner ce changement qui est désiré par des millions d'Algériens et de l'accompagner bien, de ne pas être une cause. Monsieur Gaïd Saleh dit une chose juste, hein, vous savez, l'économie va pâtir, etc. Et raison de plus pour comprendre rapidement ce que demande la population et ne pas faire retarder les choses. C'est ça l'enjeu. Mais qu'est-ce qui reste justement? Il est là, il est en train de. C'est vrai que
le mot a souvent été utilisé, la comparaison avec Sisi en Égypte, mais il est en train de prendre complètement c'est-à-dire le pouvoir et d'être. Quel est l'impact? Je veux dire, comment on peut s'en sortir de cette impasse avec un Hirak qui n'a pas encore trouvé ses représentants. Je termine ma phrase. Vas-y, Hassan Ouali. Il y a effectivement le temps médiatique. Moi, je pense que l'effet d'annonce est très très important pour ces gens-là, pour Gaïd Salah. Ceux qui sont derrière ces décisions, ils veulent dire au peuple que nous sommes sérieux, nous sommes décidés à nettoyer les écuries d'Augias. Ils jettent en pâture. Tout le monde un peu, certainement parmi ceux qui sont à Al-Halash, il y a des gens qui peuvent être déclarés. J'espère que dans mon entourage, il y a des gens qui lui disent que ça marche. Absolument. Ce n'est pas comme ça. Absolument. Alors ça je suis désolé de me faire le conseiller, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça ne peut pas marcher. C'est pour brouiller les cartes politiques, justement, la solution politique. Et Gaïd Salah, il croit distraire le peuple en envoyant tout ce beau monde à la prison d'Al-Halash, mais ça ne marche pas. Le Hirak, le mouvement, lui dit chaque vendredi que nous nous accrochons à la solution politique. Il faut absolument changer d'agenda. Vous avez tous remarqué que Gaïd Salah, dans ses discours, si vous suivez très bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'incohérences, parfois des contradictions entre le discours d'hier, mardi, et pas celui d'aujourd'hui, c'est le même discours, oui. Il a été revu et corrigé. Voilà, il y a eu une sortie de secours politique. Là, il parle que d'autres... C'est pas un indice de sérénité. Je le prends de manière très positive. Ça veut dire quand même qu'il y a de l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a de l'écoute, qu'il corrige. Parce que le discours d'hier a eu un effet désastreux. Il y a eu une écoute, il commence à corriger. Moi, je dis tant mieux. En fait, ce qu'il faut dire à Gaïd, aidez-nous à vous aider. Parce que il est devant une responsabilité. Et il faut pas que ça. Il est devant une responsabilité lourde. Hein. C'est-à-dire, quand on dit lourde, soit il mate le mouvement populaire, soit il l'accompagne. Il est devant une responsabilité. Il faut qu'il écoute de manière très précise ce que disent le mouvement populaire. On veut pas des diversions. Les gens corrompus, on les jugera quand la justice deviendra indépendante et qu'elle fonctionnera sans injonction. Et il faut changer le régime politique algérien, et ce n'est pas, ils le disent, ce n'est pas avec Bedoui, ce n'est pas avec Salah, ce n'est pas avec cette administration. Il faut mettre une structure de transition avec des hommes indépendants pour préparer une élection libre où l'armée s'en sortira grandie, elle s'en sortira grandie si elle réussit cette épreuve. Pour ça, j'espère qu'il t'écoute, Saïd. Il faudrait qu'il assume ce pouvoir, puisqu'il dit que je suis le pouvoir, et bien qu'il a jusqu'au bout de cette affirmation en disant j'entreprends un dialogue politique. Et pas que lui entreprend le dialogue politique. On a l'impression, excusez-moi, on a l'impression qu'il pense que le soulèvement populaire c'est un complot contre lui. Il est un peu comme Ammar Ingrashin, hein. Il pense que les gens qui sont dehors sont manipulés. À mon avis, il est omnibulé par le général Toufir dans ses. C'est pas que ça. C'est vrai que parfois on a besoin d'inventer le diable pour exister. On a besoin d'ennemis, même s'il n'existe pas, il faut qu'on l'invente. Mais je veux dire, l'armée, elle est en première ligne. Ce n'est pas facile pour l'armée, ça l'expose. D'autant plus quand il prend la parole publiquement, parce qu'il n'y a aucune institution de l'État qui est debout. Il y a un démantèlement de l'État. Il doit en prendre acte. Voilà, aujourd'hui, effectivement, il est devenu, bon gré mal gré, l'interlocuteur. Le seul interlocuteur. Il se trouve que les Algériens n'ont pas pris les armes contre leur armée, au contraire, ils respectent l'armée, ils la chérissent, ils disent que l'armée doit nous aider, doit accompagner, doit faciliter, ne doit pas bloquer, ne doit pas devenir un facteur de blocage. C'est vrai qu'aussi, il serait extrêmement difficile pour l'armée de quitter définitivement le cadre constitutionnel. C'est extrêmement risqué. C'est-à-dire, on est dans un jeu, est-ce qu'on joue la légalité constitutionnelle ou la légitimité qui se crée? À mon avis, l'option de la constitution, de la légalité, elle est caduque. Parce que la constitution
d'aujourd'hui, faite par et pour un homme, elle ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui, elle est dépassée. Elle ne peut constituer la base d'un règlement de la crise d'aujourd'hui. Et je pense que l'armée peut sauter le pas pour dire on peut effectivement s'appuyer sur une légitimité sur la base d'un large accord avec l'ensemble des acteurs politiques, les acteurs sociaux, avec ce mouvement qui petit à petit dégage quand même des figures. Elles sont là. On n'a pas besoin d'un vote pour dire telle personne, elle est populaire, elle est représentative, elle est portée, elle est acceptée, elle a une légitimité. Qu'on discute directement avec ces gens-là. Et il n'y a pas. Les gens sont tellement conscients qu'il évite d'attaquer l'armée et même d'attaquer Gaïd Salah, même s'il y en a d'autres. Pourquoi? Parce que le pire que puisse arriver dans ce pays, c'est que l'armée se retrouve en confrontation avec la population. C'est la paix. Moi, je redis, Hamrouche a utilisé une phrase très, que je la redis. Le mouvement populaire algérien, parce qu'il est pacifique, à protéger l'Algérie et l'armée des ingérences étrangères. Il faut pas se tromper. Si on se retrouve dans une situation de confrontation, le boulevard sur lequel on n'arrête pas de nous faire peur sera ouvert. Ne l'ouvrez pas et gardons-le fermé et allons-y. Et il y a une demande qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas surréaliste. Il faut changer le régime, il faut remplacer les gens, ceux qui doivent organiser la transition, ceux ne peuvent pas être Bedoui, Ben Salah. La preuve, c'est la conférence de Ben Salah, lui-même ne s'est même pas rendu. Alors Ben Salah s'est pas rendu et je voulais donner la parole à Hassan Ouali, mais je ne pourrai pas. Je suis désolée, ça t'obligera à revenir la semaine prochaine. C'est la fin du CPP. Alors j'ai cité Ammar Ingrachin qui était pas là. J'espère qu'il viendra la semaine prochaine me répondre de vive voix. C'est la fin du Café Presse Politique. Merci à tous nos invités. Merci aux auditeurs. Merci à Shahrazad Amrouche qui a réalisé ce soir l'émission et à Mustafa Alia qui est à l'image. Bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.